Bonsoir, bienvenue à l'émission DH à la portée de tous. Tous les droits de l'homme à la portée de tous, c'est notre devise. Votre émission aujourd'hui va échanger avec un éminent défenseur des droits de l'homme sur l'actualité du moment et sur un sujet important, le social et les droits de l'homme. Ainsi, nous recevons avec nous M. Jean-Pierre Bolonga. Bonsoir, M. Jean-Pierre Bolonga. Bonsoir, maître. M. Jean-Pierre Bolonga est le président national et coordonnateur de l'ONG Human New Horizons. Cette ONG qui est aussi membre du REPRODEV. Avec lui, nous passons en revue l'actualité. Et dans cette actualité, nous parlerons des festivités ou de célébrations des grandes journées du 16 et 17 janvier. Et au deuxième point, nous allons parler aussi de l'union sacrée. Comme rappel, la semaine passée a été marquée par la publication de quelques rapports de droits de l'homme importants. Nous allons citer le rapport de la SENCO sur la gratuité de l'enseignement primaire dans les écoles conventionnées catholiques. La CNDH a publié un rapport ou deux rapports sur la situation des droits de l'homme en 2019 et le rapport sur la mise en œuvre des décisions des organes de traité. Human Rights Watch a publié un rapport et l'AUDEF a aussi publié un rapport, a fait aussi de plaidoyer en faveur des 50 personnes arrêtées à Goma et emmenées à la prison militaire d'Indolo. Nous allons commencer par l'actualité avant de parler du social. Monsieur Jean-Pierre Bolonga, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de la journée du 16 janvier et 17 janvier par rapport à la mort de Laurent Désiré Kabila, le soldat du peuple, et de Patrice Emery Lumumba, héros national? Qu'est-ce que ça vous rappelle ces deux grandes journées ou ces deux grandes personnalités? Merci de la parole. Ces deux grandes personnalités ont marqué l'histoire de notre pays. Laurent Désiré Kabila avait mené un long combat. Ce que j'ai aimé à lui, c'est qu'il était très constant. Quand Mobutu était au pouvoir, il s'était opposé à la dictature du maréchal Mobutu. On pouvait le considérer comme un maquisard. Ça a été un long combat jusqu'au jour où il est venu en 1997 chasser Mobutu du pouvoir. Et nous pouvons dire que c'était une grande révolution parce que c'est ce qui a marqué le passage de la Deuxième République au Troisième République, à la Troisième République, s'il vous plaît, que nous avons aujourd'hui. Laurent Désiré Kabila était un nationaliste. Il a prouvé parce qu'à un certain moment, il pouvait dire même non aux donneurs des leçons. Il est mort sans dette, ni dette intérieure, sans dette aussi extérieure. Il a amélioré le social parce qu'il n'avait pas fait beaucoup de temps au pouvoir. Il a amélioré le social. On avait vu dans chaque commune, il avait installé des cantines qu'on appelait boutiques du peuple. Il a créé tout un service qu'on appelle le service national. Des maïs venaient de Katanga jusqu'ici. Tout ça, même les policiers aussi, sur le plan social, un policier qui touchait, je ne sais comment à l'époque, mais les militaires pouvaient toucher, les policiers pouvaient toucher $100 par mois. Vous voyez que c'est un président qui a été nationaliste, qui nous a laissé avec un bon souvenir, mais fort malheureusement, les ennemis du Congo l'ont amené à la mort suite à son combat. Oui, il a beaucoup travaillé, mais il a travaillé dans des conditions aussi très très difficiles. Et pourquoi il a fini par dire ne jamais trahir le Congo. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir à propos de Patrice Emery Lumumba?
Emery Patrice Lumumba aussi, c'était un grand nationaliste qui voulait que le Congolais soit libre, parce que nous avons été sous l'oppression des Belges, et il avait mené un combat pour que le Congo puisse retrouver ou trouver son indépendance. C'est ce qui a fait qu'à un certain moment, il pouvait aller à la table ronde. C'était un grand combat avec ses compagnons d'élite, tels que les Kassabou et autres, et à la fin de compte, ils ont fini par obtenir ce qu'ils cherchaient, c'était l'indépendance. Et aujourd'hui, on nous appelle République démocratique du Congo parce que nous sommes indépendants sur base d'un combat qui avait été mené par un compatriote tel que Lumumba. Et toujours la même chose, comme il était trop nationaliste et il pouvait dire non à certaines choses qui venaient d'ailleurs, finalement on l'a arrêté et on a fini par l'amener à la mort, raison pour laquelle les Congolais étaient en train de commémorer les 2 journées qui marquent vraiment un grand combat qui a été mené par nos 2 héros. C'est ce qui fait que chaque le 16 et chaque le 17, nous nous souvenons de nos héros qui ont... Bon, je ne pouvais pas terminer sans dire un mot. Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon dans les chefs de nos 2 héros? Moi, j'ai tiré comme leçon la constance. Tous les 2 avaient combattu sur base d'une idéologie, d'une philosophie, et ils étaient constants malgré les épreuves, les arrestations, même la mort. Ils ont combattu jusqu'à la fin. Alors c'est cette constance-là qui manque notre classe politique aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas changer de cas. Ailleurs, là, quand vous êtes républicain, soit démocrate, vous êtes au service d'une idéologie. Mais aujourd'hui, on change de cas, il y a transhumance à tout moment. Mais nos 2 héros, vraiment, ils ont mené un bon combat jusqu'à la fin. Et très fort, et dans un bon combat pour la dignité de la personne humaine. Et Mouzé Laurent Désiré Kabila n'a cessé de le dire aussi, il était lumumbiste. Et donc, ils se sont battus pour les grands idéaux. Ce sont des défenseurs des droits de l'homme qui méritent bien notre attention. À propos de l'union sacrée de la nation, dans tous les sens, on en parle. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce que les fidèles téléspectateurs peuvent apprendre de nouveau sur l'évolution de la mise en place de cette idéologie ou de cette structure au regroupement? L'annonce de la création de l'union sacrée de la nation a été saluée par tous les Congolais. Parce qu'à un certain moment, le pays ne pouvait pas continuer d'être dirigé par un accord politique que tout le monde connaît, qui avait été signé par FCC Kashi. Le peuple ne se retrouvait pas. Le président de la République avait pris l'option de dissoudre l'accord FCC Kashi, et il voulait que cette fois-ci le peuple puisse se retrouver, parce que nous sommes en démocratie. Comme le disait Boutros Dali, il avait dit que le pouvoir démocratique se retrouve entre les mains du peuple. Raison pour laquelle le président de la République avait annoncé la création de l'union sacrée de la nation. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui? Cette union sacrée de la nation a été saluée par tout le monde, et nous avons vu comment cette union a fait adhérer beaucoup de personnalités politiques de notre pays, de toutes les tendances confondues. Mais au stade actuel, nous avons des inquiétudes. Parce que les combats politiques se mènent autour d'une philosophie ou d'une idéologie. Un parti politique est une organisation durable de personnes unies par une même philosophie ou une même idée. Et la finalité d'un parti politique, c'est quoi? C'est pour conquérir le pouvoir et l'exercer aussi. Voilà les combats que doit mener un homme politique, non pas seulement pour aller chercher le pouvoir, mais on doit avoir un programme. Alors nous nous posons la question de savoir quelle est la nature de l'union sacrée de la nation aujourd'hui, quelle est sa philosophie aujourd'hui, quelle est son idéologie, quel est le plan qui a été élaboré par les pères novateurs de cette union sacrée pour la nation, alors que le FCC
est en train de s'évider. De l'autre côté, nous avons vu la Mouka, les principaux acteurs de la Mouka, tels que Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, mais au stade actuel, il y a des nouvelles qui commencent à nous décourager, parce que c'est comme si cette union sacrée n'a pas été créée pour un programme déterminé au service d'une philosophie ou d'une idée, mais ça devient un refuge ou une blanchisserie où tout le monde qui est à pied de l'autre côté peut aller se retrouver là-bas, et puis ça devient une tête de résonance au terme de partage de pouvoir. C'est ce qui a fait que la semaine passée, vous avez suivi comme moi que certains dirigeants qui pèsent dans notre classe politique, si notre classe politique telle que le Moïse Katumbi, et ils sont en train d'annoncer leur sortie de l'union sacrée de la nation. Ça commence à nous présenter des inquiétudes. Oui, c'est comme si, s'il vous plaît, c'est comme si les gens étaient allés pour partager le pouvoir et non au service d'une philosophie ou d'une idée pour que le pays puisse aller de l'avant et que le peuple puisse se retrouver. Je crois que les responsables entendent votre message de détresse ou des inquiétudes, mais nous n'oublions pas non plus que c'est à la suite des consultations ouvertes par le chef de l'État avec toutes les parties prenantes de la nation qu'il est arrivé à parler de cette union sacrée de la nation. Et donc, à eux de recadrer toutes les choses pour que le peuple puisse en profiter. Ceci nous amène tout droit à notre thème du jour. Nous parlons de social et les droits de l'homme. Monsieur Jean-Pierre Bolonga, qu'est-ce que nous pouvons entendre ici par social? C'est tout le monde qui parle du social. La population sociale, les politiciens social. C'est quoi ce social-là? Lorsque la question nous est posée de parler du social en rapport avec les droits de l'homme. Les droits de l'homme sont des prérogatives qui ont été reconnues à l'homme du seul fait de sa qualité d'être humain. Les droits de l'homme sont classés en plusieurs catégories. Nous avons les droits de la première génération qu'on appelle les droits civils et politiques, qui sont aussi appelés les droits naturels, ou on peut ajouter encore d'autres concepts. À part les droits civils et politiques, nous avons les droits de la deuxième génération qu'on appelle les droits économiques, sociaux et culturels. C'est dans cette catégorie des droits de l'homme qu'on appelle les droits de la deuxième génération qu'on parle beaucoup plus des droits sociaux. Et lorsqu'on parle des droits sociaux, on fait allusion au social de la population. En d'autres termes, ce sont les devoirs des États envers la population, parce que ce sont les États qui garantissent la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels. Parmi ces droits-là, on peut citer les droits au travail, on peut citer les droits d'être en bonne santé physique et mentale, on peut citer aussi les droits sociaux, les droits à l'éducation, les droits oui, j'ai déjà parlé d'un travail décent et salaire décent et ainsi de suite. Donc, lorsqu'on ne se retrouve pas pour assurer le bien-être d'une personne, son social doit être bien assuré. Lorsqu'on n'a pas d'emploi, lorsqu'on ne mange pas bien, parce que si ces droits-là ont été garantis par le système des Nations Unies depuis 1948, lors de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Parce que lorsque nous allons à l'article 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, jusqu'à l'article 27, et puis nous pouvons aussi citer le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, même dans notre constitution, pourquoi pas dans la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, vous allez vous retrouver que ces droits-là ont été pris en compte par le système des Nations Unies pour qu'on puisse assurer la dignité humaine. Parce que quand on a faim, quand on ne travaille pas, quand on ne mange pas bien, à ce moment-là, on risque d'être chosifié. Raison pour laquelle, lorsqu'on parle des droits sociaux, ça fait partie des droits de la première génération que je venais de vous citer ici. Ce sont les droits économiques, sociaux et culturels pour le bien-être de la personne humaine. Parce qu'on ne peut pas
parler du droit à la vie, du droit à l'intégrité physique, du droit à la liberté de l'expression, lorsqu'on ne mange pas bien, lorsqu'on met mer de faits. Même l'article 11 du pacte international que je venais de citer ici, relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, à partir de son article 11.2, là, cet article dispose que tout le monde a droit d'être à l'abri de la faim. Mais aujourd'hui, il y a des maisons et des personnes, depuis le matin jusqu'à l'heure, ils n'ont pas encore mangé. On va revenir sur ça. Vous voyez qu'on se retrouve dans une insécurité lorsque les droits sociaux ne sont pas garantis dans un État. La population ou le peuple se retrouve à l'insécurité et la dignité humaine. La dignité humaine est mise en danger. On va revenir sur ça, mais l'eau et l'électricité, ça fait aussi partie du social? Tout à fait, ça fait aussi partie du social, même dans notre constitution, pour ne pas aller trop loin, parce que tout le monde n'a pas d'instruments internationaux. Dans notre constitution ici, vous allez vous rendre compte que s'il y a un thème ou un titre qui avait été qui avait beaucoup plus occupé notre constitution, c'est le deuxième titre qui parle des droits humains. Alors, parmi les droits humains, je venais de parler ici des droits économiques, des droits civils et politiques, ça va de l'article 11 de notre constitution jusqu'à l'article 33 et de l'article 34 jusqu'à l'article 49 de notre constitution. Et c'est à partir de l'article 48 qu'on parle du droit à l'électricité, les droits. La décette à nos, vous allez m'excuser parce que je suis un peu bégayeur, vous me connaissez. Le peuple a le droit de consommer une eau potable, d'avoir une bonne qualité d'électricité. Merci beaucoup. Tout ça là, ça fait partie des droits sociaux que l'État congolais doit garantir. Merci beaucoup. Donc là, le public peut savoir que le social dont on parle, c'est un droit fondamental et que l'État doit fournir des efforts pour assurer tous ces biens en vue de bien-être et de la dignité de la personne humaine. C'est une bonne chose. Mais maintenant, dans le contexte de la RDC, lorsque les politiciens parlent du social, la population parle du social, qu'est-ce qu'on attend concrètement du pouvoir actuel? Le pouvoir actuel a un devoir. Que je peux aller plus loin jusqu'à parler des obligations, parce que la Constitution parle des obligations. Je venais de dire ici que les droits sociaux, les droits économiques, sociaux et culturels ce sont des obligations de l'État envers la population. La population attend que les social puissent s'améliorer, que les gens trouvent, que l'État crée l'emploi, qu'ils aient de bons salaires, qu'ils aient un niveau de vie suffisant, de peur qu'on ne soit exposé, que les social du Congolais que les Congolais puissent se retrouver en sécurité. Bon, j'ai parlé seulement des deux catégories de droits de l'homme, mais il y a une troisième catégorie de droits de l'homme qu'on appelle les droits collectifs ou les droits de solidarité ou les droits communs, parmi lesquels il y a aussi le droit à la paix. Il se pose un problème de la paix en République démocratique du Congo. Vous avez vu récemment comment le ministre des Affaires sociales, M. Mbika, était allé à l'Est, et lorsqu'il s'était retrouvé devant la population, bon, il s'était amené avec certains présents, l'argent, les taux, ainsi de suite. Mais la réponse a été unique dans les chefs de la population. Ils ont dit, nous n'avons pas besoin de votre argent, nous avons seulement besoin de la paix. Ce que la population attend, c'est d'être sécurisée socialement et puis d'avoir aussi la paix. Et la paix, non seulement la paix militaire, que ce soit la paix militaire, même la paix aussi sociale, parce que le ventre clé n'a point d'oreille. Quand on n'a pas mangé depuis le matin, on n'est pas en paix. Le peuple aussi a besoin de paix. De la paix, c'est ce que nous attendons de l'État, parce que c'est l'État qui doit garantir la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels. Nous allons toucher quelques catégories de personnes. Je sais qu'il y a des personnes handicapées, je sais, mais nous voulons parler d'abord ici des militaires, des policiers et d'une façon générale les fonctionnaires de l'État. Qu'est-ce qu'ils attendent pendant cette période en termes de social? Le président de la République dernièrement, depuis qu'il est au pouvoir,
il est en train de lutter contre la corruption. Mais comment on peut mener une lutte contre la corruption aussi longtemps que les fonctionnaires ne sont pas bien payés? Nous aimerions que les fonctionnaires soient bien payés. Comme je venais de l'évoquer ici à partir de l'article 36 de notre Constitution, donc le travail est un droit, travail égal, salaire égal. C'est l'État qui garantit. On doit avoir une bonne rémunération, qu'il soit bien rémunéré, qu'il trouve les bons, que vous soyez militaire. Les militaires sont en train de faire un grand travail, ce qui se passe à l'Est. Il faut que nos militaires, nos policiers, nos fonctionnaires soient bien payés. Moi, j'étais en 2009, permettez-moi de parler de cette histoire-là. J'étais en Angola en 2009. C'était à côté ici en Bazapong. Celui qui me transportait, c'était dans une mission de service, c'était un policier. Il touchait combien par mois? Il touchait, il m'avait montré son bulletin de paie. Il touchait $2200 par mois. Il pouvait aussi aller pour prendre des crédits, ainsi de suite. Un tel policier qui est bien payé, il vous arrête avec une infraction. Vous lui proposez $100, il va vous laisser partir, il ne peut pas. Lorsque les fonctionnaires ne sont pas bien payés, ça va occasionner la corruption. Donc ce que nous attendons de la part du gouvernement, c'est de pouvoir faire améliorer la condition de vie des fonctionnaires, des policiers et des militaires pour qu'ils fassent bien leur travail, et ça sera une lutte aussi contre la corruption, parce qu'ils vont se retrouver quand même à l'aise après avoir oui, merci beaucoup, monsieur Jean-Pierre. Nous pensons que c'est important d'améliorer les conditions de travail et les conditions de vie de tous les fonctionnaires de l'État, les magistrats, les policiers, les militaires et les fonctionnaires de l'État, mais ceci n'est pas une cause pour qu'ils puissent entrer dans la corruption et dans les violations des droits de l'homme. C'est un problème aussi de conscience. Nous sommes aussi des éducateurs sociaux, nous devons appeler les gens à éviter corruption et à éviter des violations des droits de l'homme. Mais là, maintenant, nous allons vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous pouvez recommander aujourd'hui au président de la République et à l'union sacrée qui est en train d'être construite et qui veut peut-être résoudre les problèmes des Congolais. Des recommandations que nous pouvons faire à l'égard du président de la République et au gouvernement que nous attendons qui va sortir de cette union sacrée. La première recommandation, c'est quoi? Nous devons faire attention. Des gens qui ont été cités dans des problèmes de corruption. IGF a fait son travail ici, il y a eu des publications des rapports. Certaines autorités ont été citées et ils veulent maintenant se réfugier dans l'union sacrée. Que ces gens-là ne fassent plus partie du gouvernement qui sortira de l'union sacrée de la nation. Qu'on puisse combattre la corruption. Que le gouvernement qui sortira ne soit pas un gouvernement budgétivore. On doit limiter le nombre de ministères, même 25. Moi, je peux parler même de 25 à 30 ministères. Il y a d'autres ministères fictifs qui peuvent être fusionnés dans d'autres ministères pour qu'on ne puisse pas dépenser tout l'argent sur le coût de vie des institutions. Maintenant, ceux qui seront retenus dans le gouvernement de l'union sacrée de la nation, qu'ils mettent en pratique les 4 lois de Roland que vous avez étudiées avec moi dans les droits administratifs. Ce sont ces 4 lois-là, ou les 4 principes de Laura, qui peuvent aider une administration à faire des exploits dans un pays, parmi lesquels il y a le principe de continuité de l'État, il y a le principe d'égalité, il y a aussi le principe de mutabilité, et le principe que j'aimerais citer, c'est le principe de neutralité. Quand vous êtes engagé, quand vous êtes dans un service public, vous n'appartenez pas à votre famille politique, biologique ou n'importe quelle obédience politique qui vous a envoyé là-bas. Travaillez plutôt pour l'intérêt général, pour la satisfaction de l'intérêt général, parce que le peuple a beaucoup souffert. Il attend des mesures concrètes que d'aller de promesse en promesse sur base de cette transhumance que nous avons remarqué aujourd'hui, des kabylistes d'hier qui vient devenir encore des Tshisekedi d'aujourd'hui. On n'a pas besoin de Diallo.
nous avons besoin du concret sur le terrain. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Pierre Bolonga. Je crois que tous nos téléspectateurs ont suivi que le social, c'est un devoir pour l'État, c'est une obligation pour l'État. Malgré les moyens, il doit mobiliser des moyens nécessaires pour obtenir, n'est-ce pas, de quoi satisfaire la population. Et cette population, ces autorités qui doivent être neutres et faire correctement leur travail. Nous avons ainsi terminé avec DH à la portée de tous de ce jour. Nous avons reçu M. Jean-Pierre Bolonga, qui est le coordonnateur national de l'ONG Humanity New Horizons, qui est aussi membre du réseau de protection des défenseurs des droits de l'homme, victimes, témoins et professionnels des médias, REPRODEV. Avec lui, nous avons parlé de l'actualité et nous avons touché la question du social et des droits de l'homme. Nous avons été accompagnés ici par M. Patient Moussangila, M. Gino Lumbongo, M. Arsène Zola et M. Jerry Bindele, et tous avec, n'est-ce pas, l'appui de Monsieur Hugues Kibao, à qui nous disons merci. Merci pour nous avoir suivis et à la prochaine.